Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport. Excusez-nous d'avoir quelque peu vilipendé sur des sujets qui ne nous regardent pas. Il y a toujours eu des relations très étroites entre le sport et la politique. De toute façon, c'est pas grave puisque les téléspectateurs ne nous regardent pas. Et effectivement, chers auditeurs, vous ne nous regardez pas, mais vous êtes bel et bien en train d'écouter Sportivement Vôtre. Et on se retrouve cette semaine pour la suite des épisodes d'il y a 2 semaines. Nous allons nous repencher sur l'histoire de Gino Bartali. Pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode 1, je vous conseille vivement de le faire, histoire de comprendre au mieux ce second volet. Pour les autres, je vous propose un rapide refresh avant de se plonger dans l'après-guerre du cycliste italien. Nous avions appris à connaître le petit Gino Bartali né en Toscane en 1914. Dans une Italie passionnée de cyclisme, Bartali commence à l'adolescence à participer à des courses dans lesquelles il se distingue particulièrement, jusqu'à être repéré et passé professionnel. C'est un véritable phénomène, à 22 ans il gagne son premier Giro, puis en remportera encore un, ainsi qu'un Tour de France avant que la guerre n'éclate et que les compétitions ne soient annulées. On avait aussi parlé de l'inéluctable instrumentalisation des succès de Bartali par le fascisme italien, une idéologie à laquelle Bartali, rappelez-vous, ne s'identifiait pourtant pas du tout. Lui étant surnommé Gino le Pieux, il ne vénérait pas Mussolini, mais uniquement Dieu le Père et les saints. Dans un deuxième temps, on avait abordé la carrière de Bartali en temps de guerre. Il avait alors délaissé les compétitions, mais pas le vélo, qu'il utilisait pour transmettre clandestinement des documents aux Juifs d'Italie, pour éviter que ceux-ci ne se fassent découvrir et déporter. Prétextant avoir besoin de s'entraîner, il sillonnait quotidiennement les plaines toscanes à cet effet. Ces actes de bravoure et d'humanité vaudront à Bartali, après sa mort en l'an 2000, une reconnaissance de la part des sphères tant sportives que religieuses que politiques, devenant Gino le Juste. Cependant, en fin d'épisode, on avait remis en question ce récit historique sur les actions de Bartali. En effet, vous vous en rappelez, ce récit manquait de preuves concrètes et recevables. On pouvait donc douter de sa véracité. D'autant que, on l'avait souligné, beaucoup d'acteurs tiraient profit de cette histoire et avaient donc des intérêts à en parler, peu importe si elle était vraie. Voilà, en gros, le résumé de la première partie de la vie de Gino Bartali. Pour la suite, ce qui se passe après la guerre, on va désormais revenir tout d'abord sur la situation de l'Italie post-Seconde Guerre mondiale, et sur l'utilisation du sport et des champions pour reconstruire une nation. Puis, en seconde partie d'épisode, un nouvel acteur entrera en scène, Fausto Coppi, l'occasion de vous conter l'une des plus grandes rivalités de l'histoire sportive. Est-ce que vous êtes prêts ? On l'avait dit la dernière fois, le Duce Benito Mussolini est mort, la guerre est finie. Mais pas de quoi trop se réjouir non plus pour les Italiens, parce que le pays est totalement détruit. Les infrastructures sont détruites, le système politique est détruit, les frontières italiennes sont redessinées et l'identité nationale est à reconstruire. Cette période d'après-guerre s'annonce donc être un gros chantier pour l'Italie, sur lequel on va revenir maintenant, car vous le verrez, Gino Bartali aura aussi son importance là-dedans. Tout d'abord, matériellement, le pays est en ruine. C'est un fait, beaucoup de villes, infrastructures et industries ont été lourdement bombardées entre 1943 et 1945, durant cette guerre civile qui opposait le Sud, soutenu par les Alliés, et le Nord, soutenu par les forces de l'Axe. Il s'agit donc de remettre tout cela sur pied, au plus vite, pour pouvoir relancer l'économie et la vie italienne. Et pour ça, on a de la chance, on peut compter sur l'aide économique des amis américains, à travers leur plan Marshall. En fait, après la Seconde Guerre mondiale, on bascule rapidement dans une logique de guerre froide, de guerre idéologique entre bloc de l'Est et bloc de l'Ouest. Et c'est pour cela que les États-Unis mettent en place le plan Marshall en 1947. Dans les très grandes lignes, l'industrie américaine, qui a été moins touchée par la guerre, elle est encore capable de produire beaucoup de biens. Sauf que plus personne veut les acheter, parce que l'Europe elle est ruinée, et les pays de l'Est c'est plus des alliés. Du coup, le président Truman décide d'envoyer gratuitement, à certaines conditions quand même on le verra, des biens américains vers l'Europe pour que celle-ci puisse se reconstruire et redevenir un partenaire commercial en quelque sorte. Aussi, on espère qu'avec ce cadeau, et ça fait un peu partie des conditions, on espère que les Européens se tourneront plutôt vers le bloc de l'Ouest et les Américains que vers une ligne idéologique communiste. Du coup, les Italiens reçoivent une aide d'environ 12 milliards de dollars et peuvent remettre sur pied leurs industries. Alors la relance de l'économie italienne, elle n'est pas attribuable entièrement au plan Marshall, mais celui-ci a permis une sorte de déclenchement d'une dynamique de croissance pour l'Italie. Des bons investissements, l'intégration à l'Europe ont ensuite permis de faire fructifier le don américain. Dans les années 50, l'économie italienne va donc fleurir dans une période que l'on surnomme le miracle italien. Ensuite, au-delà de cette nécessaire reconstruction matérielle, il s'agit aussi pour le pays de se reconstruire politiquement. Pendant plus de 20 ans, le fascisme a dominé le pays, de manière très autoritaire. La fin de la guerre, c'est synonyme aussi de fin du fascisme pourtant, et de libération démocratique pour les Italiens. Mais ça soulève quand même des questions. Qu'est-ce qui viendra après ? Qui est-ce qui doit diriger le pays ?
Et pour y répondre, on a toujours un gouvernement à la tête de l'Italie. Mais celui-ci est absolument pas stable. Les présidents du Conseil du Roi, donc les premiers ministres, se succèdent, mais ils restent pas plus de quelques mois en place. En décembre 1945, c'est Alcide De Gasperi qui arrive à la tête du pays. Il est le fondateur de la démocratie chrétienne qui apparaît alors comme la première force politique d'Italie. Rapidement, il appelle à un référendum, à ce que la population se prononce sur le régime politique à adopter. Doit-on conserver la monarchie constitutionnelle, faire confiance à la tradition, ou devenir une république et rompre totalement avec l'ancien régime? Parce que oui, l'Italie est encore une monarchie à ce moment-là. Même si le roi n'exerce aucun pouvoir à part un pouvoir symbolique, il y a encore un roi. Et pour essayer de sauver cette monarchie d'ailleurs, le roi Victor Emmanuel III, qui a pas très bonne presse après les années fascistes, parce que il a quand même fait confiance à Mussolini, il donne le pouvoir à son fils Umberto pour essayer de faire un peu oublier les casseroles qui traînent derrière lui. Mais ce geste ne suffira pas. 2 giugno 1946 nasce la Repubblica Italiana. Le 2 juin 1948 naît la République italienne. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Italie tourne la page. Le référendum, qui avait été demandé pour renforcer la légitimité du type de régime en place, a vu les républicains l'emporter avec 54% des voix contre les 46% des monarchistes. A noter que pour la première fois dans l'histoire de l'Italie, les femmes ont aussi voté. On espère que ce passage de la monarchie à la République par référendum permettra d'apaiser les tensions. La République italienne sera donc effective dès 1947. On voit toutefois avec les chiffres, 54 contre 46%, que les débats ont été serrés. Comme ce fut souvent le cas durant l'histoire de l'Italie, et comme c'est toujours le cas parfois, il y a eu notamment un grand clivage nord-sud sur cette question. Les sudistes étaient plutôt favorables à la conservation de la monarchie, plus traditionnelle, tandis que les nordistes sont plus en faveur d'un nouveau départ, incarné par la République. Dans certaines régions du Nord, le vote pour la République dépasse même les 70%. On le verra plus tard, mais cette République, comme on pouvait s'y attendre, ne met pas totalement fin à un certain flou politique en Italie. Les débats demeurent féroces quand il s'agit de savoir qui doit dominer. Ok, l'Italie se relève rapidement économiquement, et on a trouvé même un nouveau régime politique en instaurant une république. Mais une question toute simple que l'on ne s'est pas encore posée, c'est qu'est-ce que c'est l'Italie après la guerre? Et là je parle pas de conception philosophique ou sociale, mais purement géographiquement déjà. Où se situent les frontières de l'Italie? La réponse à cette question, ce sera un enjeu important mine de rien. Déjà, logique, l'Italie vaincue a perdu toutes ses colonies et tous les territoires qu'elle occupait autour de la Méditerranée, en Albanie, en Grèce, en Libye, etc. Quant à l'Italie métropolitaine, ses frontières sont redessinées par le traité de Paris en 1947. En tant que pays vaincu de la guerre, l'Italie abandonne certains de ses territoires à ses voisins, vainqueurs. À l'ouest du pays, la France récupère quelques 500 km² de territoire anciennement italien, qui rejoignent les Alpes-Maritimes. 500 km², c'est assez peu en fait, genre la taille du lac Léman, pour avoir un exemple qui peut parler aux Français comme aux Suisses. C'est pas grand chose, on pourrait donc se dire que c'est totalement anecdotique, mais ce serait oublier les populations qui vivent dans ces zones, auxquelles se pose une vraie question d'identité. Est-ce qu'on est italien ou est-ce qu'on est français? À l'est du pays, les pertes territoriales italiennes sont encore plus conséquentes. La péninsule d'Istrie et la Dalmatie, en Croatie actuelle, ainsi qu'une partie de la Vénétie julienne, sont cédées à la Yougoslavie. On a donc cette fois-ci 8000 km² qui sont perdus, l'équivalent environ de la Corse. Et surtout, plus de 300 000 Italiens, italophones donc, habitent désormais de facto en Yougoslavie. C'est ce qu'on appelle l'exode Julian-Dalmate. Et au milieu de cette région, on a la ville de Trieste, que les deux pays revendiquent, notamment parce qu'elle a un intérêt stratégique, car elle possède un port important. Au final, pour mettre fin à un certain flou, les Nations Unies décident d'en faire un territoire indépendant. Bon, ok, on a donné beaucoup de chiffres, parlé de plein de régions, ça a l'air d'être un enjeu important, mais en quoi ça nous intéresse nous? Quel rapport avec Gino Bartali? Eh ben, ça nous intéresse parce que le cyclisme va avoir un rôle important à jouer dans ce dessin des frontières de l'Italie d'après-guerre. Vous vous en rappelez, dans le premier épisode, on avait dit que ce sport, notamment à travers le Giro, c'était un vecteur d'unité pour l'Italie. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que, jusque dans les années 70, les tours cyclistes nationaux faisaient vraiment le tour du pays. Désormais, on a des étapes un peu partout dans le pays. Avant, ça faisait vraiment le tour des frontières. Le Giro d'Italia suivait donc approximativement les frontières italiennes. Après la guerre et la perte de certains territoires par l'Italie, ce Giro, c'était une fantastique occasion d'affirmer symboliquement l'appartenance de certains territoires à l'Italie. Alors, quand la compétition reprend en 1946 et qu'il faut tracer un parcours,
les organisateurs italiens n'hésitent pas à faire arriver une étape dans la ville de Trieste justement, qui est alors un territoire libre administré par les alliés britanniques et américains, après la décision des Nations Unies d'en faire un territoire indépendant. Après de longues négociations, la proposition est acceptée. Le 30 juin, les coureurs s'élancent donc de Rovigo, direction Trieste. Un anno dalla fine della guerra, con un paese ancora travagliato da mille problemi, con ancora i confini non definiti. E proprio queste, le immagini che vediamo oggi, sono della Rovigo Trieste. L'arrivo è quindi una città ancora contesa tra Italia e Jugoslavia. Giri di chiodi a tre teste per ostacolare violentemente il giro. Il giro viene fermato dagli organizzatori, si assiste a una sparatoria vera e propria. Da una parte la polizia che imbracciata all'artiglieria spara ad operazioni del genere. Si tenta di liberare il percorso, intanto alcuni corridori, tra cui Cottur, Bevilacqua, Menon e altri veneti, un altro gruppetto sparuto di non oltre 20 corridori viene fatto salire in macchina e per altre strade scaricato a una decina di chilometri da Trieste. Qui riprendono le biciclette e fanno gli ultimi 10 chilometri. Pour revenir sur cet événement, à 40 km de l'arrivée de l'étape, le peloton est attaqué par des partisans pro-yougoslaves. Seul un petit groupe de 17 coureurs décide donc de continuer, escorté par l'armée américaine. Comme un symbole, c'est le coureur triestin Giordano Cottur qui s'impose. Bartali le prend dans ses bras, ils ont un drapeau tricolore sur le dos, pour symboliser que Trieste est bel et bien une ville d'Italie. À noter que Trieste sera officiellement italienne de longues années plus tard seulement, en 1977. De l'autre côté du pays aussi, les frontières sont remises en question par le biais du peloton, lors des étapes à la démarcation franco-italienne. D'un côté du col, les tifosi huent, voire agressent les cyclistes français. De l'autre côté, ce sont les spectateurs français qui en font de même avec les cyclistes italiens. Lors d'une étape en 1949 entre Colmar et Nancy, du sable et des pierres sont par exemple lancés sur Bartali. On voit donc bien à travers ces exemples l'importance qu'a eu le cyclisme dans l'affirmation territoriale de l'Italie. Un témoin de plus des liens étroits entre la politique et le sport. Voilà, on a donc traité des reconstructions politiques, économiques et de l'appropriation des nouvelles frontières en Italie après la Seconde Guerre mondiale. Mais il reste encore un élément qui est détruit, c'est l'identité de l'Italie. Qu'est-ce que c'est être italien ? En effet, tout ce sur quoi était fondé le pays avant la guerre est tombé. Les habitudes, les ambitions, les modèles, etc. Il s'agit donc de reconstruire la nation de toutes pièces. Et ça, le cyclisme et le sport en général vont y contribuer aussi. Quel meilleur moyen pour souder les gens, pour les faire revivre ? Le Giro, qui reprend en 1946, va ainsi traverser des dizaines de villages en ruine, bombardés durant la guerre. Là-bas, il reste plus rien. Mais, simplement, cet accueil des meilleurs cyclistes du monde va relancer la population, redonner un peu d'espoir en quelque sorte. Les habitants sortent de chez eux, ce qui n'était pas gagné après le traumatisme de la guerre, les rencontres se multiplient, peu à peu, en marge du cyclisme, l'Italie revit. Alors évidemment, cette sorte de résurrection, elle se fait pas que par le cyclisme et par le sport, d'autres éléments, artistiques, culturels, y ont aussi participé. Mais quand même, il s'agissait de le souligner. Ce qui va aussi être super important pour la construction de cette nouvelle nation italienne, c'est la figure du champion. C'est un instrument classique de la création d'une nation, qu'on peut observer partout. Des individus sont mythifiés, on les érige en modèles, en héros, et ils unissent le peuple derrière eux. Pour Eric Hobsbawm, historien qui a écrit un livre sur la construction des nations, le sport et le sportif sont des outils à disposition des régimes pour construire cette nation. L'athlète est une sorte d'idéal national dans lequel la population peut se projeter. Et ce qu'il y a de bien avec cet outil sportif, c'est que tout le monde peut le comprendre. Pas besoin de faire partie d'une certaine classe sociale, d'avoir un certain niveau d'éducation. C'est à la portée de tout le monde. Tout le monde peut admirer un champion sportif, s'attacher à lui. C'est pourquoi ces champions sont utilisés comme des modèles nationaux. On avait parlé dans l'épisode précédent de l'instrumentalisation des athlètes italiens par le régime fasciste à l'entre-deux-guerres. On mettait notamment en avant le boxeur Primo Carnera, expression ultime des valeurs fascistes, viriles et courageuses. Maintenant que le fascisme est tombé, il faut des nouvelles figures que la population peut admirer. Gino Bartali sera l'une d'elles, symbole de la reconstruction italienne, fierté de la nation. J'en dis pas trop là-dessus parce qu'on en reparle juste après de cette mythification de Bartali et de son rival Coppi au tournant des années 50. Voilà, donc on l'a vu, j'en ai fini là-dessus, sous différents aspects, l'Italie est en pleine reconstruction après la guerre. Et Bartali, malgré son statut de simple cycliste en fait, il participe, en tout cas symboliquement, à cette reconstruction. On a déjà parlé il y a 2 semaines de Gino le Pieux, Gino le Sauveur, Gino le Juste. Là, on vient de parler de Gino le Mythe, peut-être. Qu'est-ce que vous diriez d'un surnom supplémentaire, genre « Gino, j'évite à mon pays de sombrer dans la guerre civile ».
Peut-être un peu long, ouais, mais parlons-en. On l'a dit, l'Italie est désormais une république après le référendum de 46. Mais ça veut pas dire que le calme politique est retrouvé. Il y a toujours du grabuge, des vives oppositions entre les partis qui constituent le Parlement. On a notamment deux partis qui se démarquent un peu des autres et qui souhaitent tous deux arriver au sommet du pays grâce aux élections législatives d'avril 1948. D'un côté la démocratie chrétienne, DC, et de l'autre le Front démocratique populaire, une alliance entre les partis communistes et socialistes. Ces élections démocratiques de 48, c'est donc les premières en Italie, et elles ont une importance capitale. En témoignent les 92% de participation de la population italienne. L'enjeu est immense. Va-t-on basculer dans le bloc de l'Ouest, dans un monde religieux et libéral, en votant pour la démocratie chrétienne, ou alors va-t-on passer à l'Est, anticlérical et collectiviste, conserver une tradition chrétienne et capitaliste, ou basculer dans le nouveau monde communiste? Vous voyez l'importance de ce qui se joue en 48. Des élections capitales, surtout pour les deux superpuissances émergentes que sont les États-Unis et l'URSS. Dans cette première phase de guerre froide, les deux grands cherchent à rameuter le plus de pays possible dans leur zone d'influence. L'Union soviétique hésite donc pas à apporter son soutien idéologique au Front démocratique populaire de gauche. Les États-Unis, ils vont même plus loin en appuyant même financièrement la campagne de la démocratie chrétienne à coût de millions de dollars. De plus, ils disposent d'un argument de taille, le plan Marshall dont on a parlé avant, cette aide qu'ils ne fourniront aux Italiens que si ceux-ci ne sombrent pas dans le communisme. En plus de ces soutiens extérieurs, ces premières élections législatives de 48 marquent aussi un moment de propagande intense en Italie. Des deux côtés, on essaie de convaincre l'électorat. Et si on analyse cela en se penchant plutôt sur le côté démocrate chrétien, leur propagande possède des alliés de taille. Dieu, le pape Pie XII et Gino Bartali surtout. Dans une allocution qu'il donne en vue des élections de 48, devant plus de 300 000 Italiens, sur la place Saint-Pierre, le pape appelle à passer à l'action, sous-entendu à choisir la voie démocrate chrétienne. C'est l'heure de l'épreuve. La dure compétition dont parle saint Paul est en cours. C'est l'heure de l'effort intense. La victoire peut même se décider en peu d'instants. Regardez votre Gino Bartali, membre de l'Action catholique. Il a gagné plusieurs fois le maillot tant convoité. Courez vous aussi dans ce championnat idéal, de façon à conquérir une palme bien plus noble. Encore une fois, on le voit, notre cher Gino est instrumentalisé politiquement, ici par le pape, alors qu'il a lui-même jamais parlé de politique. La démocratie chrétienne utilise son image de chrétien pratiquant pour en faire un exemple pour l'électorat. Au final, on ne sait pas mesurer quel impact aura eu Bartali sur les votes des Italiens, évidemment. Ce qu'on peut constater néanmoins, c'est que la démocratie chrétienne gagne largement ces élections, en obtenant 48% des voix, contre 31% pour le Front populaire. L'Ouest a gagné, Alcide De Gasperi devient Premier ministre. Il obtient le pouvoir exécutif. La victoire est assez large, mais il n'en reste pas moins que un tiers des Italiens ont quand même voté pour l'opposition. Un tiers des Italiens au moins n'est donc pas très content du résultat. Du coup, le climat reste tendu en 48, jusqu'à presque exploser au mois de juillet. Montecitorio, porta su via della missione. Palais de Montecitorio, 14 juillet 1948. L'étudiant Palante a tiré 4 balles sur Togliatti. L'une est arrivée dans le mur. Les 3 autres ont touché le parlementaire. Ce dernier a été transporté à l'hôpital dans un état critique. Moins d'une heure après, les éditions extraordinaires des médias annoncent des blessures mortelles, dont une au thorax, avec une balle qui est venue se loger dans le poumon. Dans le poumon gauche d'ailleurs, je viens d'entendre. Le 14 juillet 1948, donc, Palmiro Togliatti, le leader du Parti communiste italien, se fait tirer dessus à la sortie de la Chambre des députés à Rome. Le tireur, Antonio Palante, c'est un Italien de 24 ans, convaincu de préserver ainsi l'Italie de la menace communiste. Togliatti, bien qu'il ait pris 3 balles, il meurt pas. Mais cet attentat met l'Italie à feu et à sang. Après la défaite dans les urnes, cette fusillade est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour les partisans de la gauche italienne qui descendent dans les rues, révoltés. Partout en Italie, les ouvriers se mettent en grève. Dans certaines villes, on prend même les armes. À Turin, des mitrailleuses sont installées sur les toits et des fusils sont distribués aux ouvriers de l'usine Fiat. À Gênes, les militants tirent sur les policiers et les font abandonner leur poste. Sienne, Rome, Milan, partout en Italie, on est aux portes de la révolution. Toute la masse communiste est prête à en découdre. Elle attend juste le signal des dirigeants du parti. Pourtant, ce signal n'arrivera jamais. Et, après 2 jours de siège et de grève, les militants rangeront leurs armes.
sans avoir fait la révolution. Pourquoi ? Observons plusieurs explications. Tout d'abord, selon les dirigeants communistes. Pour eux, c'était un choix de ne pas mener à une insurrection et à un renversement du pouvoir par les armes. Selon certains d'entre eux, un coup d'État aurait eu moins d'impact, parce que moralement, c'est moins légitime qu'un renversement par les urnes. On rappelle qu'on est dans cette nouvelle Italie démocratique. Ici, on observe une opposition entre les masses révolutionnaires, les ouvriers communistes, qui prennent les armes et veulent faire la révolution, et les dirigeants plus réformistes, qui veulent eux conserver une légitimité politique. Évidemment, cette explication, elle est à prendre avec des pincettes, parce que c'est celle des dirigeants politiques de gauche eux-mêmes. Ils s'en sortent du coup assez bien, ils admettent donc pas que ce soulèvement de juillet c'était un échec, parce qu'en fait ça aurait été une décision voulue de leur part de ne pas faire la révolution. Si on prend dans les faits maintenant, il semblerait qu'il y ait une autre raison, plus objective, qui les ait poussés à abandonner. Le rapport de force tout simplement. Rapidement, après le début des manifestations, les forces de l'ordre italiennes sont prêtes à agir. Dans les villes où la situation est critique, des renforts sont envoyés pour mater l'insurrection. Pour Walter Tobagi, qui a écrit une biographie de Togliatti et donc parlé de la tentative d'assassinat qu'il a subie, si la révolution avait été lancée, elle aurait été balayée totalement par la police et l'armée. C'est sûrement ça, plutôt, qui a refroidi les dirigeants communistes au moment de prendre leurs décisions. La peur d'une défaite totale, honteuse et synonyme d'emprisonnement de certains manifestants, etc. Enfin, on peut encore aborder une dernière explication un peu plus funky à cette non-révolution, et là, on en vient à quelque chose qui nous intéresse, parce qu'elle fait appel à Gino Bartali. Cette explication, elle est avancée par les démocrates chrétiens, qui utilisent, une fois n'est pas coutume, l'image mystique de Bartali pour avancer une sorte d'intervention divine pour stopper l'insurrection. Selon la presse chrétienne donc, après l'attentat du 14 juillet sur Togliatti et le début de révolte en Italie, le président De Gasperi aurait contacté Bartali. Ce dernier est alors en plein Tour de France, et ça se passe pas très bien pour lui. Il a déjà 21 minutes de retard sur le français Louison Bobet au classement général. Mais De Gasperi le supplie. « Gino, je t'en conjure, essaie de le faire, essaie de gagner. C'est important pour l'Italie. » Alors si jamais il n'y a aucune preuve crédible de cet échange, c'est peut-être plutôt une légende. Ce qui est bien vrai par contre, c'est que le lendemain, le 15 juillet, Gino dompte les routes du sud de la France, gagne l'étape et reprend 20 minutes sur son concurrent Bobet. C'est absolument énorme 20 minutes. Le 16 juillet, il gagne encore une fois, le jour de ses 34 ans, pour prendre le maillot jaune aux Français, et il ne le lâchera plus jusqu'à la fin du tour. Cannes-Briançon fut l'étape la plus dure du tour. Beaucoup de coureurs comme Jouot furent gravement accidentés, d'autres comme Dio firent des chutes douloureuses. Les voitures suiveuses elles-mêmes ne furent pas à l'abri d'accidents puisque celle-ci tomba dans un précipice de 300 mètres. Le lendemain, dans Briançon-Aix-les-Bains, Bartali affirma définitivement ses prétentions au maillot jaune et détruisit d'un seul coup les espoirs de tous ses adversaires. La victoire de Bartali n'en a pas cependant sans que le jeune Bobet se défendît jusqu'à la limite de ses forces. Après une bataille terrible, Bartali, Brûlé et Bobet restent seuls invaincus. Puis Brûlé est distancé. Bartali crève et Bobet reste seul, poursuivi par un premier peloton. Mais Bartali se lance dans une chasse extraordinaire, remonte tout le monde et réussit encore l'exploit de gagner l'étape. Maurice Chevalier, Charles Pélissier et André Leduc semblent apprécier la performance de celui que les Italiens appellent à juste titre le Campionissimo. Si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas d'ailleurs à aller regarder les résumés des courses sur le site de l'INA. Ça avait vraiment l'air d'être quelque chose à l'époque, le cyclisme. Des coureurs arrêtés au bord de la route, Bartali qui change sa chambre à air tout seul. Ajoutez à ça une musique entraînante en toile de fond, c'est vraiment assez sympa. Voilà donc, Bartali a gagné, il a fait l'impossible, habité par une force divine et patriotique. Les Italiens sont à nouveau unis, les mouvements sociaux cessent. C'est du moins ce qu'explique la presse catholique italienne qui n'hésite pas à titrer « Que Bartali soit loué ». Dans un article de l'hebdomadaire de la jeunesse catholique italienne, on peut lire le témoignage de l'un de ses membres. J'habite dans un quartier populaire de la périphérie de Rome et je me souviendrai toujours de ce qui est arrivé après l'annonce faite à la radio de l'exploit extraordinaire de Bartali. Il était 20h15 et c'était une soirée encore pleine de tension. Dans l'air flottaient les hurlements d'une foule irrationnelle. Les derniers drapeaux rouges étaient à peine revenus dans les sections lorsque soudain, après l'annonce radiophonique, les fenêtres s'ouvrirent. Les gens se penchèrent sur les rebords en bras de chemise et crièrent « Oh, tu as vu comment Bartali a pulvérisé les Français ?» Et devant les bars, des jeunes gens se serraient dans les bras en esquissant des pas de danse.
la grève était vaincue, l'insurrection dédramatisée à coups de pédale. Alors évidemment, cette histoire, aussi belle soit-elle, et désolé je gâche souvent un peu les belles histoires, mais elle sent la propagande, la légende à plein nez. Ce qui est vrai par contre, c'est que la guerre civile, elle, a été évitée. La révolution communiste aussi. À compter de cette date, donc, le mouvement de gauche va d'ailleurs perdre un peu de sa superbe, divisé notamment entre les partisans d'une révolution par les armes et ceux d'une réforme par les urnes. Et vu qu'on le sait, l'histoire est écrite par les vainqueurs, ici les démocrates chrétiens, qui garderont leur majorité jusqu'en 1980 quand même, et ben dans l'imaginaire collectif, on se rappellera du miracle Bartali, le cycliste qui a évité la guerre civile. Voilà, il est peut-être gentiment temps de faire une petite pause, et juste avant, je remercie, et je cite juste l'article de Fabien Archambault, on a tiré sur Togliatti, qui m'a beaucoup aidé dans la rédaction de cette partie sur l'attentat de 48 et les jours qui s'en sont suivis. Voilà, donc on a bien travaillé, l'Italie se reconstruit gentiment, Bartali fait des miracles et la menace communiste s'éloigne, il est temps maintenant pour nous de respirer un petit coup. Si vous le souhaitez, et c'est vivement recommandé, vous avez même la possibilité de vous plonger un peu plus dans cette Italie en pleine renaissance. Enfin, vous avez compris, c'est pas vraiment la période dite de la Renaissance, mais dans ce renouveau de l'Italie. Pour ce faire, avant de commencer la partie 2 de l'épisode, je vous recommande d'aller écouter une musique. Tu vuoi fa l'americano. Je répète, peut-être pour qu'on puisse comprendre un peu comment ça s'appelle. Tu vuoi fa l'americano, en bon français, de Renato Carosone. Elle se trouve aussi en description de l'épisode si jamais. On se retrouve donc juste après pour en parler. Sportivement vôtre, à tout de suite.